Merci beaucoup, Annie. Bon, je partage mon écran, je ne sais pas si c'est bon. Allez, je partage exactement la même chose, donc on va voir à la slide d'après si c'est moi ou si c'est toi. Ah, je crois que c'est moi qui C'est toi. partage. Ouais. Eh oui. Allez, vas-y. Donc du coup, je fais l'introduction. Mm. Donc enchanté à vous tous. Avec Marie, on va vous parler de Power BI Premium. Et d'une grande question qu'on se pose depuis quelques temps, c'est est-ce que Power BI Premium va remplacer Analysis Services dans Azure? Et si oui, avec quel effort et quand? Marie, je te laisse te présenter. Alors, bonjour à tous, Marie Aubert. Donc moi, je suis consultante sur les technologies Microsoft, particulièrement chez Next Decision à Lyon, donc, et MVP Data Platform depuis peu. Donc, c'est un plaisir de rediscuter de ce sujet avec toi qui me passionne particulièrement. Voilà. Merci. Et donc, moi, je suis Charles-Henri Sauger. Je suis aussi MVP Data Platform, aussi depuis peu. Ouais. Et je suis tech lead chez Air Liquide, voilà, une entreprise qui fait du gaz. Bon. Alors, tac. Je présente l'agenda. Allez, vas-y. Donc, on va faire une petite introduction sur notre problématique. Je pense que c'est Marie qui va faire l'introduction, hein, monsieur. C'est ça. Ensuite, Marie va nous présenter comment est-ce qu'on fait la migration concrètement entre Azure Analysis Services vers Power BI Premium avec les outils actuels. On va comparer les fonctionnalités des deux outils, puis on va parler un petit peu de prix et de à quel point les prix sont différents entre ces deux outils. On va faire des comparaisons de performance, parce qu'en effet, on migre, c'est bien, mais est-ce que ça tourne de la même façon? Est-ce que ça tourne mieux? En termes de performance, donc en termes de charge et en termes de concurrence, on va parler de comment implémenter du monitoring sur Power BI Premium. Et enfin, on va parler versionning, déploiement et conclusion dans un peu moins d'une heure. C'est ce que j'allais dire, c'est ambitieux. On va y arriver. Alors, je ne sais pas si on peut te laisser prendre la main maintenant, Marie, sur ton écran. Et ouais, je sais pas. Mais moi, je partage aussi, en fait, hein. Attends. Pour le tien. Attends, si je reprends. J'ai arrêté mon partage. Je pense que c'est un administrateur de la salle qui pourrait te partager, qui pourrait épingler ton écran. Peut-être. Oui, c'est bon. Magnifique. Ok, donc oui, pour revenir quand même sur un petit peu d'éléments d'introduction et remettre un petit peu les termes dont on parle ce soir, donc Azure Analysis Services et les datasets dans Power BI, finalement, ce sont des modèles tabulaires. Donc, merci à cette bonne description de SQL BI que j'ai repris. Un modèle tabulaire, finalement, c'est juste un ensemble de métadonnées, donc que ce soit des tables, des relations, des mesures, etc., de la sécurité. Et en fait, cet ensemble va créer le modèle sémantique qui nous intéresse pour faire un petit peu le pont entre les bases de données et le reporting. Donc la question, c'est aussi de se dire que jusqu'à il y a peu finalement, Analysis Services embarquait plus de fonctionnalités et d'options que les datasets de Power BI. Et donc la question est de savoir si aujourd'hui on est toujours sur ce constat-là ou si Power BI, en tout cas sur la partie premium, a repris le pas et auquel cas, ça pourrait être intéressant effectivement de migrer sur une utilisation full des datasets. Donc pour reprendre un petit peu cet état des lieux qui était hyper parlant, on avait jusqu'alors, donc dans le carré bleu à gauche, les fonctionnalités qui étaient incluses dans Azure Analysis Services et qui manquaient encore à Power BI, notamment pour celles qui, moi, m'intéressaient le plus, l'OLS, donc l'Object Level Security, le Backup Restore et d'autres. Et qui, aujourd'hui, donc comme le montre très bien le schéma, sont incluses dans Power BI,
Donc on pourrait avoir tendance à se demander, quel intérêt finalement à rester sur les cubes. Sachant que ce qu'on voit aussi sur ce schéma et qui est très parlant, c'est que finalement beaucoup de fonctionnalités sont arrivées dans Power BI Premium et peut-être même beaucoup plus que dans Azure Analysis Services. Et je sais notamment, toi, Charles-Henri, tu attends certaines de ces fonctionnalités, de Power BI. En effet, au moins 2 qui me viennent en tête. La première étant la possibilité de créer des relations many to many avec un sens de filtre, ce qui n'est pas possible de faire aujourd'hui sur Azure Analysis Services. Et l'incremental refresh qui permet de ne pas implémenter des usines à gaz pour partitionner les modèles, qui est complètement géré par Power BI Premium. Et ça, c'est plutôt pratique. C'est plutôt pratique et du coup, quand, on est dans une architecture qui fonctionne avec donc des cubes et du reporting, Power BI, la question c'est vraiment est-ce que je pourrais pas, finalement migrer, les cubes que j'ai déjà en place et qui fonctionnent bien dans des datasets Power BI Premium et disposer du coup de toutes les fonctionnalités qu'offre Power BI. Donc du coup, notre première question avant de partir sur cette session, des questions, on en avait plein, mais la première c'était déjà: est-ce qu'on peut migrer facilement un cube AS aujourd'hui vers Power BI Premium? Est-ce que ça se fait juste en un clic? Avec quel outil? Ou est-ce qu'il faut aller, chercher un peu plus d'effort? Donc le scénario de ce soir, c'est de se dire: j'ai un cube, Azure Analysis Services qui est déployé. Dessus, j'ai connecté un rapport Power BI et ce que je vais vouloir faire, en fait, c'est emmener ce cube dans un dataset et que mon rapport Power BI soit toujours connecté, à ce nouveau dataset. Avec, un certain nombre de questions. Est-ce que la migration va être, déjà possible? Ensuite facile? Est-ce que les, différentes fonctionnalités qui font partie du cube seront bien migrées dans le dataset? Quel outil j'utilise? Quelles sont les performances à la fin? Et cetera. Donc du coup, on va passer sur une petite, démo. Alors mon scénario de ce soir, c'est que j'avais une, base de données, sur Azure, qui s'appelle de Worldwide Importer. L'idée, c'est que j'ai fait un cube, sur cette base de données, donc j'ai remonté, juste, 4 tables pour la démo pour que ce soit un petit peu plus rapide. Ce cube est déployé sur Azure, il fonctionne bien. J'ai connecté un rapport dessus, hop, qui est ici, si on voit bien, ouais. Donc c'est un voilà, mon cube a 4 tables et mon rapport est bien, bien connecté, sur ce cube. Et donc si on va voir là, on est bien, hop, sur Azure, sur le cube, Worldwide Importer. Donc l'idée, ça a été, alors moi, 10 ans de Microsoft, le premier réflexe a été d'ouvrir Visual Studio et de me dire: «Bah, en fait, je vais prendre ce cube et au lieu de le déployer sur mon instance, Azure Analysis Services, je vais essayer de la déployer sur, Power BI». Donc sur Power BI, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait donc un workspace pour vous montrer un petit peu tout, qui est bien donc en premium et qui avait, le endpoint XML activé. Donc sur Visual Studio, je me suis pris un message d'erreur me disant que je ne pouvais pas faire ça. Donc il a fallu trouver autre chose et autre chose, ça a été Tabular Editor. Hop, donc on va lancer un Tabular Editor. Donc l'idée sur Tabular Editor, ça va être de se connecter à mon fameux Cubase. Donc je lui passe l'adresse du serveur assez simplement. Je me connecte. Et du coup, bah, je veux bien retrouver mon cube. Vous noterez que le niveau de compatibilité est en 1500, ce qui aura sa petite importance pour la suite. Et donc là, je retrouve bien, mon modèle avec mes sources de données, avec, mes relations, mes tables, et cetera. Et en fait, tout simplement, je me suis dit: «Je vais pouvoir déployer, ce modèle-là vers, non pas du coup, Azure, mais le workspace qu'on avait créé et qui est ici». Donc en faisant ça, il faut que je me connecte. Hop. Donc il va me proposer en fait la liste, voilà, la liste de tout ce qui existe déjà dans ce workspace parce qu'en finalement je pourrais très bien remplacer, un cube qui existe déjà. Du coup, je vais en mettre un nouveau.
Et du coup, donc là, on voit bien déjà que je peux tout redéployer. Je peux bien redéployer mon modèle, mais je peux aussi déployer les rôles, les membres, et cetera. Donc là, je vais faire next et ça va planter, et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. C'est la seule petite, subtilité de ce 1er scénario de migration, qui est que, donc comme on l'a vu quand on est connecté en 1500 qui est le niveau de compatibilité de Azure Analysis Services et sauf que là, je veux passer sur, du Power BI Premium. Donc du coup, il va falloir que j'aille jouer sur cette propriété Default Power BI Data Source Version et que je la change, c'est ici au niveau du modèle et que je la change pour être compatible donc avec, Power BI et en fait, il va falloir que j'aille mettre du Power BI V3 sans quoi la migration ne marchera pas et je vais juste en profiter pour éditer la data source qui me permettra de pouvoir reconnecter le rapport. Hop. Et bien sûr, ça prend du temps quand on est en démo, alors que d'habitude, ça va en 2 secondes. Tu avais pensé à réveiller la base? Je l'avais réveillée tout à l'heure, j'espère qu'elle est pas partie, se rendormir, tu vois? Ça a l'air là. Putain. Bah, sinon je vais le déployer comme ça et puis on verra sur l'autre que j'ai fait tout à C'est l'heure. alors il est plus de 19h en France, donc du coup les bases, sont parties se faire la sieste. C'est ça. Bah, la nuit même là peut-être, hein, tu sais? Ouais, je crois qu'elle va pas vouloir. Allez, rends-moi la main. Donc du coup, quand il va me rendre la main, je vais faire deploy et l'idée, ça va être d'emmener ce cube, puisque là, je suis encore sur le cube AS et de le déployer comme un dataset, hop, sur le workspace Power BI. Et c'est parti et cette fois, ça va fonctionner parce que j'ai bien passé en Power BI V3. Donc là, il me le déploie. Je vais retrouver, on va voir, ça prend pas longtemps normalement. Je vais retrouver donc un objet dataset sur le workspace Power BI, et du coup, je vais pouvoir très simplement connecter mon rapport dessus. Hop, du coup, alors on va rafraîchir ici. Donc du coup, j'ai bien mon nouvel objet, dataset qui a été migré, pour avoir fait, un certain nombre de tests à l'époque. Tout est bien transporté, donc que ce soit, les rôles, les relations, les mesures et tout ce qu'il pouvait y avoir dans mon cube initialement, tout est bien migré. Et finalement, quand je vais vouloir changer mon rapport, j'aurai juste à aller éditer ma source de données ici et puis, bah, passer l'adresse de, mon workspace au lieu de passer l'adresse, de Azure et je vais retrouver mon rapport qui va s'actualiser et tout fonctionne bien. Et donc quand on avait fait les premiers tests avec Charles-Henri, à cette étape-là de la migration, moi j'étais, très satisfaite, même si j'avais pas pu le faire avec Visual Studio, de me dire: «Bah, voilà, en un clic et en une petite modification de propriété qui a son importance, je retrouve mon dataset Power BI et je connecte mon rapport dessus et ça fonctionne». La question maintenant, c'est quand même de se dire: «OK, cette migration a fonctionné et maintenant si je veux», donc là, je vous ai mis un petit peu le récap des grands points pour la migration et donc du coup, si je veux maintenant, reprendre la main dans le cadre, d'une évolution du cube, ajouter une mesure, une table, modifier des choses, comment ça se passe? Donc l'idée, c'est ma première idée en étant une grande utilisatrice de Power BI, ça a été de dire, «Bah, pas de souci, je vais sur Power BI, service et je récupère, mon dataset et puis je vais aller dans Power BI Desktop et tout fonctionnera bien». Donc je télécharge le fichier et là, ça a été la première surprise de se dire: «Ah, en fait, OK, la migration a fonctionné, OK, tout marche bien. Par contre, j'ai perdu la main sur l'objet dataset du fait, on le voit, du point de terminaison XMLA. Ce qui veut dire qu'en l'état, je ne peux pas faire évoluer mon dataset demain. Du coup, il Bon, y a d'autres après, ouais. tu es parti de Tabular Editor, j'ai envie de te dire, ne relance pas ça dans Power BI Desktop. Utilise Tabular Editor. Non, déjà, j'aurais envie d'utiliser Visual Studio, tu vois? Mais pareil, Visual Studio va me mettre, à quelque chose près, le même message d'erreur, importation, non prise en charge à cause du point de terminaison. Donc effectivement, pourquoi pas continuer avec Tabular Editor? Bah, de toute façon, tu auras pas beaucoup d'autres options. À C'est ça. part
ton astuce découverte dans un club Power BI. Ça vaut le coup. Vas-y. Donc à part donc nous, quand on avait travaillé là-dessus en décembre, on s'était arrêté là-dessus, de dire: «Il faut continuer avec Tabular Editor». Mais en effet, j'ai eu l'occasion de faire un Rex pour le club Power BI il y a 15 jours et de découvrir une nouvelle, façon de migrer les cubes vers, un dataset Power BI et qui a un petit peu relancé le débat entre Charles-Henri et moi. Donc, je trouvais quand même intéressant de vous en parler ce soir. Donc l'idée de ce deuxième scénario de migration, c'est avant toute chose de se dire: «Moi, je veux garder la main sur le dataset. Je veux pouvoir l'éditer avec Power BI, Desktop ou, Visual Studio et cetera». Donc la solution de migration, ça va être de partir d'un Power BI vierge et de remonter à minima dans ce nouveau Power BI mes tables sources. Donc là, j'en avais 4, je les ai remontées, je me suis juste connectée à la base de données et je les ai simplement remontées dans mon Power BI. J'ai même pas fait les relations. Voilà. Il y a Alors quand ça, même c'est pas un. vierge du tout, du coup. Ça veut dire que tu dois aller chercher toutes les tables et te connecter à la source. Oui, mais je pars quand même à la base d'un Power BI qui était vierge. Mais je remonte les sources et il y a un deuxième truc à savoir, c'est que ces, sources que j'ai remontées doivent avoir le même nom exactement que dans mon cube, parce que sinon quand même ce serait trop facile. Donc ensuite, je vais avoir 2 tabular editor. Le premier qui est toujours connecté, à mon cube, hop, et le deuxième qui est vierge pour le coup, tu as vu? Et que je vais connecter à mon fichier, Power BI que je viens, de vous montrer. Donc c'est celui-là qui s'appelle migration AS to Power BI, celui-là, et je vais me connecter dessus. Alors, parce qu'il n'y a pas de solution magique, j'ai déjà un petit, warning qui apparaît tout de suite et me disant qu'on est sur, des fonctionnalités expérimentales au niveau de Power BI et que si je vais un peu plus loin, cette solution n'est pas aujourd'hui supportée par Microsoft. Donc je trouve quand même ça bien de le dire et que si on continue, bah, c'est, à nos propres risques et périls. Mais moi je continue. Donc juste pour vous montrer quand même, dans Tabular Editor, on a un petit menu préférences et en fait, j'avais coché cette feature et du coup, c'est pour ça que ça m'a permis de me connecter, à Power BI. Enfin, de faire la suite en tout cas. Donc je retrouve mes tables que j'ai bien remontées, qui portent le même nom, que dans mon cube et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais jouer avec du, copier-coller et je vais aller copier-coller tous les éléments de mon cube à gauche vers mon modèle Power BI à droite. Donc je vais commencer par la data source. Je crois que là, je peux éditer maintenant. Hop, toujours pas. Pouf. Et voilà, elle est réveillée. Et ensuite, dans les tables, je vais en fait, je vais remplacer, donc supprimer. Ça fait toujours bizarre de faire ça, mais ça marche et je vais aller remplacer tous les éléments de chaque table par, mes éléments de mon cube. Donc là, j'ai Non, mais remplacé. tu fais ça, sélection de colonne par table? Tu essaieras de faire d'autres trucs après quand tu seras convaincu qu'on peut faire ça. C'est horrible comme méthodologie. On en a déjà discuté et on a dit: «Il faut qu'on en parle», je te rappelle. Ah non, on en parle, mais bon, faites ça vraiment si vous êtes désespéré de migrer en ayant la capacité d'ouvrir votre dataset dans Power BI Desktop par la suite, ce qui est pas sans, problématique par ailleurs, dont on va parler un petit peu après, mais Mais regarde, ça se fait bien. Order, hop, non, mais si tu du coup. tu imagines, tu as 200 tables, comment tu pars en dépression directe? Alors du coup, j'ai copié toutes mes tables en à peu près, 1 minute et ce malgré Charles-Henri qui me disait, que rien n'allait fonctionner. Donc ça veut Les dire que quand même relations. c'est assez facile et à la fin, je copie mes relations puisque j'ai besoin d'avoir mes tables pour copier mes relations. Donc voilà pour l'idée. Si je vous montre quand même la fameuse, option dans le modèle, comme je suis partie d'un desktop, je suis bien en Power BI V3. Et là, la petite astuce, ça va être en fait de sauvegarder ces changements dans la base qui est connectée. Donc en gros, de mettre à jour le Power BI que j'ai d'ouvert à côté avec les changements que je viens d'importer du cube. Et non pas, comme j'avais tendance à le faire, de déployer à partir de Tabular Editor. Sinon, je reviens dans la même problématique de point de terminaison, et cetera. J'ai une question, Marie. Vas-y. Si j'avais
Du Power Query dans mes tables, comment ça se passe? Si tu avais du Power Query dans tes tables, et bah, c'est une très bonne question. Tiens, beh, je pense que c'est embarqué. Je sais pas, tiens. Bah, vu que tu Ouais, j'ai copies pas uniquement testé. les colonnes, donc la définition des Mais métadatas et pas les tables. ceci dit, ce qui est assez fort, tu vois, par contre, c'est qu'effectivement, ça te permet déjà de montrer tout ce qui est masqué, parce que moi, ça a été, c'était une de mes questions, ça aussi, tout ce qui est masqué, comment tu le récupères? Donc déjà, tu peux le récupérer et pour Power Query, c'est une très bonne question. Mais tu vois, j'ai pas testé, le cas d'usage. On va pouvoir pousser les tests, par la suite. Donc du coup, il m'a créé, mes relations et puis, bah, là, je vais pouvoir reconstruire, hein, si je reprends, j'ai peut-être pas de mesure, donc alors, si je reprends ça. Si on se refait un graphique. Tac. Je sais pas ce qu'il fait. Hop, voilà. Donc je retrouve exactement, ce que j'avais tout à l'heure en admettant hop et je vais pouvoir ici le publier comme je publierais n'importe quel, Power BI finalement et ce qui fait que je me retrouverai ensuite avec, ce Power BI et ce dataset donc une fois que j'aurai publié. Donc ça, c'est celui que j'avais fait, tout à l'heure et avec l'avantage pour le coup que, bah, puisque je suis partie de Power BI, si je fais, sur ce dataset-là télécharger ce fichier, je vais avoir aucun souci, il va me télécharger le fichier et donc après je vais pouvoir continuer à faire évoluer mon dataset avec Power BI Desktop. Je ne dis pas que cette solution est parfaite, ne serait-ce que parce qu'on se prend quand même un premier message d'avertissement d'entrée de jeu nous disant qu'elle n'est pas supportée par Microsoft, mais je pense qu'elle a au moins le mérite d'exister pour ceux qui auraient envie de migrer tout de suite. C'est pour ça que j'avais envie d'en parler. Mais maintenant, donc ce qu'on s'est dit en préparant un petit peu, cette session, c'est que finalement on voyait 3 grandes façons ou solutions pour migrer, un cube vers un dataset Power BI avec chacune des avantages et des inconvénients, et que, donc pour moi Tabular Editor, pour moi Visual Studio, c'est juste en fait finalement passer le cube qui existe aujourd'hui vers le point de terminaison XMLA. Je l'ai mis là, mais on n'est toujours pas sur un dataset à la fin, donc je le prends un peu moins en considération. Mais sur les 2 autres scénarios de migration, la grande différence se fait bien sûr sur le contrôle ou non, du dataset à la fin et avec bien sûr plus, de risques en fait sur la seconde qui va consister à faire des copier-coller, ne serait-ce que parce qu'on pourrait faire une erreur, mais qui, permettrait à quelqu'un qui aurait envie de migrer, dès aujourd'hui. Oui, je rajouterais que la solution Visual Studio, elle semble de moins en moins possible dans la mesure où Visual Studio 2022 n'embarque même pas de module aujourd'hui nécessaire pour faire du Analysis Services. Ça veut dire que si on veut faire du Analysis Services, on doit se retrouver dans des versions 2019 de Visual Studio, donc ça montre bien la volonté ou le manque de volonté de Microsoft pour investir dans Visual Studio et dans ce workflow-là. De plus en plus, Microsoft s'appuie sur des partenaires tiers, à savoir principalement Tabular Editor, DAX Studio, ALM Toolkit, etc. Donc clairement, le workflow, si on veut partir sur Premium, je pense qu'on pourra se dire que ça va tourner autour de Tabular Editor, que ça soit pour partir dans du dataset ou partir dans du Power BI Desktop. Moi, je reste Tout hyper à prudent avec ouais. la méthode pour BI Desktop parce que, comme tu disais, il faut avoir les mêmes noms de tables. Déjà, moi, ça m'arrive jamais parce que mes noms de tables sont en camel case dans ma base de données et elles sont souvent, et j'espère que c'est le cas pour vous tous, et elles sont souvent Pression. en proper case, donc avec des espaces et une certaine syntaxe plus lisible pour l'être humain dans mes modèles, Analysis Services ou tabulaires de manière générale. Donc déjà, ça veut dire qu'il faudrait que j'ai une première étape d'import des tables, puis de renommage pour qu'ils collent en proper case sur chacune des tables. Et enfin, je pourrais commencer à faire mes copier-coller, si j'ai bien compris. En fait, je pense qu'il faut le voir et pour avoir eu l'occasion du coup d'échanger après ce fameux Rex avec des utilisateurs qui se retrouvaient, tu vois, dans ce cas de vouloir migrer et de comment je fais et de vouloir garder aussi la main sur le dataset. Je pense qu'il faut peut-être juste voir cette solution comme, si j'ai vraiment envie de migrer et que je veux garder la main sur le dataset, bah, soit je repars de zéro, soit il y a cette solution et finalement
je la vois plus comme quelque chose qui t'évite, de repartir de zéro et repartir de zéro, c'est pas juste remonter tes tables et les renommer, en fait. Après, Non, mais tu as raison, tu as raison. Ça reste un scénario tout à fait valable et donc c'est très bien qu'on ait eu l'occasion de le présenter. Il faudra aussi garder en tête qu'on perd la capacité de versionner, du coup, pour de vrai, le modèle. Quand on est parti sur un modèle Power BI, souvent on va se poser la question, est-ce que je fais du développement Power BI desktop du coup dans le futur ou est-ce que je reste sur Tabular Editor plus un AS Database? Et ça, la question finalement, elle va être résumée aujourd'hui à est-ce que je veux pouvoir versionner mon modèle dans un contrôleur de source type Git ou est-ce que finalement je suis OK pour versionner un binaire ou juste ne pas versionner et faire en sorte que mon modèle qui a peut-être 1000 utilisateurs par jour, eh ben, il soit basé sur un fichier Power BI desktop bien sûr binaire. et là, tu retombes, j'ai envie de dire, dans la faiblesse, actuelle de Power BI qui est, que c'est toujours un petit peu compliqué en termes de CI/CD mais bon, voilà, c'est un peu les limites de l'outil aussi, quoi. On enchaîne? On enchaîne. Donc Je du te coup, laisse la ce main qu'on du coup sur le slide non, deck. je vais te laisser la ah oui, sur le slide deck, OK et je te laisse la main sur le price. Ça marche. Déjà, une des questions du coup qui va se poser, c'est si je veux migrer d'Azure Analysis Services vers Power BI Premium, c'est est-ce que je vais être dans des proportions équivalentes en termes de coûts? Si ce n'est pas le cas, ça pourrait être problématique. Le plus petit premium aujourd'hui, bon, le plus petit premium, c'est un premium par utilisateur, c'est 20 $. Ça va, mais sauf que chaque utilisateur doit avoir 20 $. Mais bon, oublions le premium par utilisateur, disons qu'on veut être similaire à ce qu'on faisait avec Azure Analysis Services, donc avoir du capacitaire. Le plus petit capacitaire sur Power BI Premium, il coûte 4200 € ou 4000 $ à la louche. Le plus petit Azure Analysis Services en standard, il coûte 1273 €. Déjà, on a une première différence de taille, c'est-à-dire que si on tombe dans ce monde-là, j'étais à 1200 € et je vais passer à 4000 €, ça va me paraître plus cher. Sauf que Microsoft a revu la gestion de la capacité dans Power BI Premium. Ça veut dire que depuis Power BI Premium Gen 2, c'est possible d'avoir autant de datasets de la taille maximum que donne la capacité. Donc un P1, ça donne 25 gigas, je crois, 20 ou 25 gigas. Ouais, Peut-être 20 bien, ou 25 je suis gigas. pas sûre, ouais. On peut avoir autant de datasets du coup de modèles de 20 ou 25 gigas que qu'on veut jusqu'à 100 gigas. Là où sur un capacitaire Azure Analysis Services, pour 1273 €, on peut avoir une seule fois 25 gigas. Donc déjà, ça change un petit peu. Alors certes, c'est beaucoup plus cher, mais on peut mettre beaucoup plus de choses dessus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est par contre le CPU, lui, qui sera bien fixe par rapport à la capacité au tiers premium qu'on va acheter. Donc du coup, sur un P1, on aura une certaine quantité de CPU. Sur un P2, un peu plus de CPU. Mais on pourra déployer beaucoup plus de modèles tabulaires dessus. Donc, voilà, l'équation économique, elle est plus compliquée à conceptualiser. Il y en a un où on va acheter une sorte de machine sur laquelle on a une quantité de mémoire fixe et du CPU fixe. Le Power BI Premium Gen 2, lui, va nous donner une capacité de taille de dataset maximum, mais on pourra en déployer autant qu'on veut dans la limite de 100 Tera. 100 Tera, ça laisse venir un petit peu. Par contre, il faudra gérer le CPU quand même parce que lui, il sera fixe. Et bon, on a le Power BI Premium par user qui lui donne, qui peut-être finalement le bon compromis si on était sur du S1 dans Azure Analysis Services, ça veut peut-être dire qu'on n'avait pas beaucoup d'utilisateurs et on pourrait imaginer utiliser du Premium per user qui coûte 20 $. L'inconvénient du Premium per user, c'est que tous mes utilisateurs, pour accéder aux données faites, pour accéder aux espaces de travail Premium per user, doivent avoir du Premium per user. Et donc, Un du peu coup, la même si vous logique avez que la licence pro, quoi. la même logique que la licence pro, la même logique que la licence pro, exactement. Ça marche.
Pas simple du coup. Non, pas simple. Surtout quand on va parler des workloads là, sur la prochaine slide. Hop. Voilà, si on parle de comparaison de performance, c'est encore moins simple parce que comme je viens de vous l'annoncer, on peut déployer autant de jeux de données sur Power BI Premium, juste dans la limite de 100 Tera. La question qui va se poser, c'est est-ce que c'est plus performant ou pas du Premium? Alors sur la charge de travail, on voit que le Power BI Premium, sur le CPU pur, dans les exemples que j'ai fait, donc en gros j'ai lancé des requêtes, j'ai lancé des grosses requêtes, bien gourmandes, bien moches, du beau DAX qui passe, qui est pas très performant. Et on voit que globalement, j'ai pris 87 secondes pour faire mes requêtes sur Power BI Premium et 57 sur Azure Analysis Services. Voilà, sur des grosses requêtes. Donc, à première vue, j'ai eu des vCPU qui étaient un peu moins réactifs que sur du Azure Analysis Services. Par contre, sur la concurrence, slide d'après, c'était pour voir si tu suivais, Marie. Mais je pensais que tu allais rester là-dessus. Je suis. C'est bon. Sur la concurrence, on voit qu'on peut avoir plus de requêtes concurrentes sur Power BI Premium que sur Azure Analysis Services. Alors là, j'ai pris des requêtes plus petites, j'en ai lancé 100 en concurrence. Et j'ai regardé un petit peu, en moyenne, combien je pouvais traiter de requêtes sur une minute. Donc 17 requêtes sur Power BI Premium, 13 sur Analysis Services Azure. Donc là, on est un peu meilleur sur Premium. Globalement, les performances ne sont pas structurellement différentes. Bon, on a un peu moins du coup de compute brut sur Premium, c'est ce qu'on peut dire. Et on a une meilleure gestion de la parallélisation sur Premium. On va voir pourquoi dans la slide d'après. Alors, du coup, c'est joli texte. Là, c'était ma biographie. C'est une extraction de la doc. Je vous la résume en 2 phrases. Le processing sur Premium, ce qui change, c'est qu'il est séparé déjà en 2 opérations différentes. Les slow running opérations, ça va être tout ce qui va être refresh, tout ce qui va être refresh, voilà, globalement. Et ça, vous allez avoir le droit d'en générer un certain nombre et ce sera réévalué toutes les 24 heures. Mais ce n'est pas la slide qui m'intéresse. Si on regarde la prochaine, ce qui va se passer quand vous n'êtes pas du coup dans du slow running opération, mais dans des opérations interactives, c'est là où ça devient intéressant. C'est que vous allez avoir vos requêtes qui peuvent toutes se lancer en même temps. Ça, c'est très différent d'Azure Analysis Services. Azure Analysis Services, il fonctionne comme votre PC personnel. C'est-à-dire que si vous lancez un gros jeu vidéo ou un entraînement d'algorithmes de machine learning, vous n'allez plus pouvoir rien faire sur votre machine. Vous n'allez pas pouvoir lancer une deuxième tâche très consommatrice. Power BI Premium fonctionne différemment. Vous allez pouvoir tout lancer en parallèle, donc consommer beaucoup plus que ce que vous aviez d'alloué sur votre machine, à proprement parler. Par contre, il va vous le faire payer après. Il va vous dire « Ah, mais tu m'as arnaqué, là, sur les 30 dernières secondes, j'ai regardé. Tu avais le droit à, je ne sais pas, 200 secondes de CPU et tu en as utilisé 1000 au lieu de 200. Eh ben, je vais te faire payer un retard. » Donc, c'est ce que vous voyez en bas à droite à côté de la case jaune Injected Delay. Donc là, il va vous dire eh ben, tu as dépassé de 800 millisecondes, eh ben, je vais te les faire payer en retard. Donc, les prochaines requêtes seront 800 millisecondes plus tard. Et c'est pour ça que la concurrence est meilleure, parce que finalement, vous allez pouvoir lancer autant de requêtes sur une période de 30 secondes en parallèle. Donc, elles vont toutes pouvoir démarrer en même temps pour rendre le service le plus vite possible, en jouant sur l'élasticité de la solution cloud de Power BI Premium. Là où, par contre, il va vous dire, bon, bah, tout s'est lancé en même temps sur les 30 dernières secondes. Par contre, il y a un moment, il faut que tu rembourses ce que tu viens d'emprunter pour exécuter ces requêtes, et donc je vais t'injecter du délai. Et si on ne veut pas payer ce délai, ce qu'on va pouvoir faire, et ça, c'est fantastique, et c'est un avantage phénoménal comparé à Azure Analysis Services. Si tu vas sur la prochaine slide, eh bien, on va pouvoir activer
l'autoscale. Et donc, on va pouvoir lui dire, quand ma capacité premium qui avait le droit à 200 millisecondes, elle a tout donné, et ben du coup, tu vas aller piocher dans des vCore supplémentaires sur Azure. Et tu vas, du coup, ça va compenser mon délai. Et donc, on voit que la requête 5, qui était tout à l'heure était retardée, là ne sera pas retardée, elle sera capable de s'exécuter directement. Et ce sera facturé, ce temps supplémentaire, sur du vCPU. Alors, j'ai des questions, je vois dans le chat, j'en profite. Je vais essayer de les traiter au fil de l'eau, comme ça, c'est fait. La migration des modèles Azure Analysis Services vers Premium offre des fonctionnalités de performance améliorées et réduit les frais. Ça, c'était une remarque plus qu'une question. Comment il est géré ce retard? Il est lissé. David Barbarin, comment il est géré ce retard? Il est lissé sur différentes requêtes ou la prochaine requête prend tout le retard configurable. Non, c'est pas configurable. En gros, tu as une fenêtre de 30 secondes. Si pendant cette fenêtre de 30 secondes, tu dépasses de n millisecondes, tout le retard doit être compensé avant de lancer la prochaine requête. Donc ça correspond à toute la prochaine requête prend tout le retard. C'est ça le. Enfin, d'ailleurs, c'est pas toute la prochaine requête, c'est toutes les prochaines requêtes vont prendre tout le retard jusqu'à ce que tu aies remboursé ta dette. Eh ben, super, merci pour la question, David. C'est au moins ça permet de bien clarifier cette partie-là qui est un peu complexe. Donc ça change complètement le paradigme de capacity planning sur un serveur. Avant, c'était facile, on achetait une machine, on savait qu'elle avait une capacité fixe de mémoire, de CPU, et ensuite on disait, bon, ben, sur cette machine, à première vue, je peux tenir autant d'utilisateurs. Ben, maintenant, on ne sait plus grand-chose. On sait qu'on va avoir un montant de CPU compris dans le forfait, qui va être évalué toutes les 30 secondes pour les requêtes interactives. Et elles vont entraîner un petit peu de délai sur les autres. Donc potentiellement, en cas de force de charge, ça va dégrader un peu l'expérience des prochains, à moins qu'on active ce côté vCore qui sera facturé sur Azure en supplément. Clairement, la capacité autoscale, elle est quasiment indispensable pour s'assurer d'une capacité acceptable d'éviter les temps de latence. Je ne vois pas de scénario dans lequel on n'ait pas besoin, on ne mette pas en place de l'autoscale pour s'assurer qu'on éponge un peu ce retard pour éviter que ça devienne très désagréable à utiliser pour les utilisateurs. Vous savez, à cause des fameux utilisateurs qui vous lancent une requête gigantesque qui extrait la moitié du modèle tabulaire sur leur poste, souvent à travers Excel, dans un beau tableau croisé dynamique. Ils disent, je comprends pas, j'ai un timeout au bout de 45 minutes. Tu peux arrêter, s'il te plaît, parce que là, tous les utilisateurs, ils ont 8 jours de retard derrière. Donc, il faudra bien faire attention à ça. Et du coup, le monitoring sera crucial pour justement faire en sorte que ça marche, ou l'autoscale, mais auquel cas, ça générera des coûts supplémentaires par rapport à ce qui est facturé sur Power BI Premium. J'avance. Pas de remarques de ton côté? Non. Tout va bien? Très clair, ouais. Je ne suis pas pour les gros fichiers Excel. Ouais. Alors, il y a une autre question de David. Est-ce que c'est monitorable sur retard? Je veux dire, est-ce qu'on peut être capable de dire cette query? Alors oui. Alors, est-ce que cette requête a été plus lente parce qu'il y a eu du retard? Je ne crois pas. Par contre, on est capable de savoir qui est le responsable. Il y a un rapport Power BI qui est fourni par Microsoft qui s'appelle Evidence, qui permet de mettre en avant les jeux de données, les requêtes sur les jeux de données qui ont fait prendre du retard aux autres requêtes, qui ont dépassé du coup la capacité à l'autre. Donc on va plutôt pointer du doigt ceux qui posent problème, plutôt que de. Je vois la démarche de David qui est un peu plus orientée. Je veux répondre aux utilisateurs qui me disent pourquoi Marquette elle est lente. Et la question du coup sera, est-ce qu'elle est lente parce que la requête est lente dans l'absolu, ou est-ce qu'elle est lente parce qu'il y a un mec juste avant qui vient de lui mettre 4 secondes de retard parce qu'il a fait une grosse requête? Je ne crois pas qu'on puisse prendre le problème comme ça. On va plutôt pouvoir monitorer l'usage général et dire, ah, attention, à chaque fois qu'on a quelqu'un qui interroge ce modèle, à chaque fois c'est lent, à chaque fois ça génère du retard, et du coup il faut corriger le problème. Tu peux avancer. Et justement, en termes de monitoring, alors, c'est pas la panacée. Aujourd'hui, au niveau du workspace, je ne sais pas si je vais jusqu'à te faire la démo pour moi, Marie. Si tu lances ton Power BI
Tu veux lancer lequel? Le Power BI service sur le workspace gentil. Gentil. Ouais. Si tu vas Ouais. dans paramètres en haut à droite, tu vois que tu as un onglet connexion Azure et donc on peut configurer un log analytics dans connexion Azure. Si on fait ça, ça nécessite un service qui s'appelle Log Analytics dans Azure. Le problème, alors ça amène plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que Log Analytics, ça coûte cher. Moi, personnellement, je n'utilise pas Log Analytics. J'utilise plutôt des comptes de stockage et du SQL serverless, comme l'expliquait l'intervenante juste avant, qui est moins cher que Log Analytics, qui a un moteur tout le temps allumé et qui coûte plutôt cher de manière générale. Alors ça, c'est le premier point. Après, Log Analytics, ça permet de faire des requêtes directement dessus avec Power BI et ça va répondre très vite. Donc, en termes de confort d'utilisation, si on est blindé, ça marche bien. Après, du coup, je perds un peu en flexibilité comparé à Analysis Services. Dans Analysis Services, j'ai plein d'autres moyens. J'ai les diagnostic settings qui sont accessibles et donc, du coup, je peux choisir genre 4 ou 5 connecteurs différents pour sortir mes logs. Là, vous voyez qu'il y a une case, ça s'appelle Log Analytics et je peux le connecter. On pourrait se dire, bon, allez, on se satisfait de ça. Le deuxième problème qui est encore pire que le premier, c'est qu'on peut mettre qu'un seul workspace sur un log analytics aujourd'hui. Alors, ce n'est pas une limitation, c'est une limitation énorme. Ça veut dire que si j'ai 500 workspaces, il faudrait que je provisionne 500 log analytics. Ça ne va pas bien. Donc, du coup, aujourd'hui, c'est un peu faible. Gageons que Microsoft développe les choses. Si tu reviens sur le slide. Ouais, j'arrive. Hop. Donc, c'est la solution recommandée par Microsoft. Ça nous permet de récupérer toutes les queries. Et on a aussi la possibilité, du coup, d'utiliser ce fameux rapport d'évidence qui est disponible sur Power BI Premium. Je vois qu'il y a une question. Ah non, c'est pas une question. Super. Merde, j'ai avancé. Eh ben, c'est pour toi. Si. Allez. Non, mais et du coup, reste la question aussi de tout ce qui va être versionning et déploiement. Du coup, on en parlait un petit peu rapidement tout à l'heure. Pour moi, c'est encore le point faible entre guillemets de Power BI aujourd'hui. Donc, sauf à passer sur des outils tierces comme ALM Toolkit, par exemple, on va retrouver ce que Power BI propose déjà. Donc, par exemple, les pipelines en termes de déploiement continu. Donc, si hop, je me remets sur ton. Alors, attends. Donc, par exemple, sur les pipelines, on en avait un. Donc, ce pipeline est connecté justement au workspace sur lequel j'ai déployé tout à l'heure avec Tabular Editor mes datasets. Donc là, on va retrouver quand même une manière un petit peu plus industrialisée de suivre les déploiements vers des environnements de test et prod. Et je vois que ce qui m'intéressait moi, c'était donc mon dataset que j'ai migré et sur lequel j'ai pourtant plus la main d'un point de vue Power BI et d'un point de vue Power BI Desktop. Il va quand même entrer donc en compte dans ces pipelines de déploiement et je vais quand même pouvoir, donc là, il y est pas, je vais quand même pouvoir le déployer vers un environnement de test et ensuite de production. Et là où c'était assez marrant pour le coup, c'est que Charles-Henri s'était dit: «Ah bah, c'est bien, on peut le déployer avec les pipelines et du coup, peut-être qu'on pourra le récupérer sur l'environnement de test une fois qu'il est déployé». Donc là, je vois qu'il est arrivé là. Donc on avait fait le test et en fait, l'erreur est juste décalée un peu, c'est-à-dire que je vais pouvoir télécharger ce dataset dans ce nouvel environnement, mais c'est à l'ouverture du fichier que j'aurai le message d'erreur relatif au XML endpoint. Donc, tu vois, donc outil tierce là, hein, je veux dire si on veut, on n'aura pas de toute façon de solution native Power BI et après on pourra continuer à fonctionner avec des outils qui sont peut-être pas supportés par Microsoft, quoi. Dans les scénarios du coup qu'on va essayer de pousser si on veut faire. Alors il y a deux approches là, c'est dans ce que tu viens de montrer. Il y a soit on déploie le fichier Power BI tel quel dans notre espace de travail. Donc on travaille sur Power BI Desktop, on partage notre dataset et ensuite on peut en effet faire de l'incrémental pour monter les environnements via les lifecycles de Power BI Ouais. Premium. C'est plutôt élégant. C'est une belle solution. Microsoft a fait une belle solution. Le seul truc qui manque, c'est une intégration Git. Microsoft intègre Git dans l'image générale de ce truc. Il y a quand même une intégration Git qui est possible par ailleurs, c'est-à-dire que vous pourriez déployer votre AS Database, scénario full Tabular Editor. Vous déployez votre AS Database via un
un pipeline de déploiement. Ça peut être SSAS utile, ça peut être vers le XML endpoint. Et ensuite, vous pouvez avoir Azure DevOps qui va appeler les API, parce qu'il y a des API derrière le lifecycle de Power BI, pour déployer ce que vous avez besoin de déployer avec les API. Ça permet de faire du comparaison comme on l'a fait là, c'est plutôt élégant. Et on voit que Microsoft est prêt à séparer les objets et à pouvoir les comparer entre eux. Donc, il doit bien y avoir du code quelque part. Il manque juste les quelques millimètres où Microsoft nous ouvre la boîte noire qui est aujourd'hui le lifecycle, l'intègre un petit peu plus dans Git, et là, on sera super content. Ouais, mais la question de la migration en tant que telle, finalement, change rien à tout ça, quoi. On s'inscrit juste dans les limitations actuelles, j'ai envie de dire. En tout cas, moi, c'est le genre de feature, là, les lifecycle, qui me donnerait envie de migrer d'autant plus d'Azure Analysis Services, parce que c'est clairement l'interface est léchée. Pouvoir voir avant de déployer ce qui va être déployé, ça m'intéresse graphiquement. Il y a plein d'intérêts d'avoir les rapports aussi qui soient. On voit que les rapports, les pages qui ont été ajoutées ou les choses qui ont été ajoutées, c'est sympa aussi. Donc j'aime bien l'idée. Moi aussi, mais ça finira par être génial. Et du coup, versionning et déploiement, c'était notre dernier point. Mais du coup, pour faire une petite conclusion, parce qu'on n'est pas arrivé à une conclusion tranchée quand même. D'un côté, on se dit qu'il y a des points positifs à cette migration. Alors, on avait dit que c'était moi qui présentais les points positifs, non? Toi, tu es toujours dans les points Vas-y, négatifs, il me allez, semble. vas-y, propose les points positifs. On inversera les rôles comme ça. Le XML endpoint, c'est un truc génial. On est sur Power BI, on déploie des datasets, et pourtant, on a accès avec ClickView, on a accès avec Tableau, on a accès avec tous les outils du marché, avec tout notre existant qui est développé par Microsoft depuis 20 ans. On a accès aux jeux de données comme si c'était un modèle Analysis Services classique. Ça, c'est extraordinaire. C'est un facilitateur pour la migration qui est énorme. Si vous aviez un rapport fait à la main depuis une vieille librairie, vous allez pouvoir vous connecter dessus et faire le même service avec Power BI Premium. On se fait un point chacun, sinon toi, tu peux faire le suivant. Et c'est toi qui l'as présenté tout ça. Non, et de se dire aussi qu'effectivement en termes de performance, tu l'as montré tout à l'heure, quand on compare, du coup, tout ce qui va être requête et consommation entre, AS et Power BI Premium, on voit que Power BI Premium, est carrément, là et les performances sont bonnes et même meilleures. Donc ça, c'est une bonne c'était une conclusion plutôt positive à se dire de passer sur les datasets premium, en fait. Mais du coup, je te laisse enchaîner. On avait des points négatifs aussi quand même. Alors oui, il y a clairement les scénarios industrialisés. Si on n'a pas envie de faire des copier-coller comme Marie le suggérait, aujourd'hui, ça reste, et comme je le suggère aussi, si vous avez envie d'aller dans ce scénario-là, vous n'avez pas 50 000 solutions. Donc, vous êtes obligé d'utiliser des outils tiers, vous êtes obligé d'utiliser des process plutôt manuels si vous voulez profiter des nouvelles fonctionnalités. Il n'y a pas d'outil de migration à part entière aujourd'hui, et ça peut être complètement bloquant dans des grandes entreprises. Par exemple, moi, j'ai 220 Analysis Services en service sur mon infrastructure, 220 Analysis Services, mais par contre, j'ai plusieurs modèles sur chacun, qui contiennent tous plusieurs tables, plusieurs sources de données. Le scénario copier-coller, alors on oublie complètement, en plus je ne peux pas perdre le source control, c'est mort. Imaginons qu'on passe sur Tabular, il faut former nos équipes sur Tabular Editor, il faut former nos équipes sur Tabular Editor. Donc ça fait 40 personnes à former, à nos frais, alors qu'on avait des standards qui étaient existants, et on ne voit pas trop pourquoi est-ce qu'on doit faire ça alors que ça marchait. Bon, soit. Ouais, ça nous semble un peu compliqué, ça manque un petit peu des dernières étapes. Et puis imaginez que vous ayez 220 Analysis Services, il faut aussi faire la migration de toutes les connexions Excel comprises qui pointeraient vers ces Analysis Services. C'est ça le point sur lequel j'ai pas beaucoup insisté sur la migration, c'est que moi finalement j'ai ouvert le rapport Power BI et j'ai changé la connexion. Pour peu que j'ai appelé mon dataset comme s'appelait mon cube, finalement j'ai juste le serveur à changer.
Bon, ça reste une opération manuelle, donc j'imagine que si tu as 220 analysis services, tu as 3 ou 4 fois plus de rapports, donc ça doit être compliqué de faire ça à la main. Et en fait, peut-être que ce qui manque aussi aujourd'hui, c'est quelque chose qui permettrait de transformer cette nouvelle connexion de manière beaucoup plus industrielle et beaucoup plus transparente pour un utilisateur final. Donc c'est vrai qu'il y a ce point-là aussi qui peut être un bloqueur aujourd'hui. Et donc, enfin, on en revient toujours au même. En fait, on n'a pas aujourd'hui un outil de migration pleinement supporté par Microsoft et qui permette de faire les choses de manière industrielle quand on a un certain volume de modèles tabulaires. Absolument. Et si on conclut, oui, il y a aussi le fait, mais ça intéresse beaucoup moins de monde, mais aujourd'hui, la facturation de Power BI Premium, c'est sur Office 365. C'est très différent de ce qu'on connaît sur Azure. Sur Azure, vous avez de la consommation cloud. Tout ce que vous consommez, c'est facturé au fil de l'eau. Power BI Premium, c'est plus comme une licence. Donc, vous achetez 4000, vous lâchez un P1, 4000 €, et puis c'est tous les mois 4000 €. Avant, il y avait un engagement d'1 an. Maintenant, on peut payer un peu plus cher pour plus avoir l'engagement d'1 an, mais c'est beaucoup moins flexible que, tiens, j'ai appuyé sur stop et puis j'ai arrêté de payer à la minute où j'ai appuyé sur stop, ou à l'heure, dans certaines mesures. Et ouais, tu voulais finir? Non, c'est bon. Donc du coup, n'ayant pas réussi à trancher entre des points positifs quand même et des points négatifs, on en est resté, et je pense que même depuis décembre où on avait commencé à travailler là-dessus, finalement la conclusion est toujours la même, qui va être de dire, c'est peut-être important d'attendre, en tout cas quand on est dans des environnements, moi je mets quand même en tout cas quand on est dans des environnements avec beaucoup d'utilisateurs, de cubes, de rapports, et donc avec une vraie nécessité d'avoir une méthode très industrialisée, pardon. Et sinon, l'utiliser pour des cas peut-être plus à la marge où on peut se permettre du copier-coller, on peut se permettre des tests, des opérations manuelles, voilà, en étant dans quelque chose de moins grand aussi, je pense. Pour mettre l'accent sur ce que tu viens de dire, en gros, moi je conclurai même avec encore plus d'optimisme que ça, en disant, vous êtes une petite entreprise, vous avez un nouveau projet ou quoi, Power BI Premium, c'est l'avenir. Azure Analysis Services, c'est mort. C'est fini. Visual Studio, c'est mort. Et voilà, ça, c'est sûr. Après, si vous avez un existant certain, il y a de grandes chances que Microsoft fasse des efforts pour nous emmener de là où on est aujourd'hui vers autre chose. Donc, si vous voulez migrer à un fort existant avec beaucoup d'historique, touchez à rien. Pour l'instant, c'est pas cuit. Si vous êtes une petite entreprise où vous avez un peu d'existence sur cette techno-là, parce que vous migrez d'un BO ou d'un clic ou de ce que vous voulez, et que vous avez raison de migrer, faites plutôt du Power BI. Foncez sur Premium, c'est 1000 fois mieux. T'es plus tranché quand même et plus optimiste finalement qu'à fin d'année dernière. Ah, il y a 4 mois qui sont passés, c'est pour ça. C'est ça. Merci beaucoup Marie, merci beaucoup Charles-Henri. Charles-Henri qui reste avec nous pour la prochaine session. Mais ça a été vraiment une excellente présentation. Les auditeurs ont adoré apparemment, surtout en la notion de tarification. Donc, tout le monde s'était trouvé dans le bain, je peux me rendre compte. Alors, ça a été vraiment très enrichissant. Bon, j'espère que la communauté haïtienne va profiter de cette formation pour mettre leur entreprise sur les rails. Donc, vraiment merci encore. Bonne fin de journée. Merci. Merci Annie. D'accord, je vous reviens.